remplissait les salles lui tout seul. Quoi. Voilà. Après, bon, il y a eu quelques Français quand même. Richardson, c'est pas rien. Surtout dans le sens de son innovation défensive. Moi, il m'a toujours reproché de ne pas assez le faire jouer en attaque, parce que c'est vrai que c'était demi-centre assez brillant. On a vu en Bundesliga ou en Liga espagnole, il a mené des clubs en tant que meneur de jeu offensif au plus haut niveau. Mais sa plus-value, c'était son comportement défensif, qui nous a fait sortir, nous, d'un coup, de la médiocrité dans laquelle on était. Hein. 90, si on passe le cut et qu'on se qualifie pour les JO, c'est 80% grâce à Richardson. Ah oui, oui. C'est 5 Et la défense 5-1 qui piquaient et que les autres n'avaient pas. Quoi. Voilà. Oui, qui étaient des ballons gratuits en plus, puisqu'il les piquait tout ça. Donc en fait, toi, tu aurais fait une équipe avec en attaque Douché-Bayev et Jack en défense. Ouais. C'est vrai que faut les J'aurais mis jouer. Latou aussi, à jeune, Latou à jeune. Latou et Gomme Gaucher. Ah, c'est clair, j'ai posé la question. Voilà. Même si. Il faut trouver des défenseurs quand même avec cette équipe, hein, parce que Pascal est très bien. Ça suffira, oui. Et Médard dans les buts quand même aussi, il ne faut pas oublier. Ah. Parce que quand je suis arrivé, si j'ai pu franchir certains obstacles qui m'ont permis de durer les premières années dans cette fonction, je devais beaucoup à M. Médard. Hein, qui, quand l'équipe de France était médiocre, lui, il ne l'était jamais. C'est le premier des Barjots, on peut dire, véritablement. L'esprit, c'est vraiment ça. Du Barjot, si tu tapes tous les défauts des Barjots, tu les mets dans un ordinateur, mais tu ajoutes super joueur, tu te sors ta photo de Médard, ça c'est sûr. Effectivement. Et chez les joueuses, tiens, parce que tu n'étais pas un fan du handball féminin forcément, mais chez les joueuses, est-ce qu'il y a une joueuse comme ça qui t'aurait marqué, comme talent ou comme... À l'époque où je suis arrivé à la Fédé, il y avait Carole Martin qui était au sommet de son art, une gauchère spontanée, naturelle, un handball féminin qui n'était pas très brillant. Et qui elle était au niveau international. Une fois, dans un France-Bulgarie, la Bulgarie c'était une bonne équipe, hein. Elle avait marqué 15 buts, quoi. Après, il y en a eu d'autres. Après, le niveau avec Olivier Krombold, le niveau s'est densifié, tout ça. Il y a eu la belle équipe de 99, avec des filles quand même assez intéressantes, tout ça. Et puis, il y a maintenant les filles qui gagnent tout, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elles ont traîné un petit peu complexe vis-à-vis du handball masculin, et que progressivement, grâce à l'opiniâtreté de Krombold, et aussi dans n'importe qui a fait du bon boulot le peu de temps où il restait, mais c'était pas négatif. Les filles, elles se sont mises au niveau des garçons. Et comme pareil, les concurrents ne sont pas aussi brillants qu'à une certaine époque, eh bien, elles en bénéficient. C'est l'histoire des vases communicants. Toi, ça t'aurait jamais tenté. En fait, tu avais suffisamment à faire avec le handball masculin, mais c'était pas... J'ai souvent dit, j'aime trop les femmes pour avoir l'ambition de les entraîner. Moi, j'ai bien fait d'arrêter d'entraîner. Je connais quelques entraîneurs masculins qui entraînent des filles et qui aiment beaucoup les femmes aussi. Hein. Ça ne les empêche pas de les entraîner. Ça arrive, écoute, c'est pour ça que j'ai arrêté d'entraîner, moi. Alors, le beach handball, il y a le street handball ou le handball à 4 aussi qui arrive. L'avenir du hand, tu le vois vers là ou... Moi, je suis un vieux con, donc je suis toujours un peu réfractaire. C'est pour ça que je te demande ça, entre vieux cons, est-ce que... Non, mais quand Quentin et Munier ont lancé en 95, je me souviens, le premier tournoi que j'ai vu, moi, c'était à Montalivet. Ah oui. Et c'était chaud, mais c'était pas chaud vis-à-vis de ce qui se passait sur le terrain. Ah oui, c'était... à l'époque, à la limite, le prétexte, c'était de faire un match de handball. Là, le beach, a priori, ça serait plus orienté compétition. Voilà. Maintenant, ça c'est un peu plus, là, ça s'appelait le sand à l'époque. Hein, oui, c'est ça. Là, le beach, maintenant, ça se structure. Et quand je vois des garçons comme Eric Quentin, pour lesquels j'ai un profond respect, qui s'y intéressent, et la preuve, c'est qu'ils y croient. Hein. Ces gens-là, ils y croient, donc c'est bien, voilà. Il faut que je l'accepte. Après, le reste, le handball fauteuil, le handball machin, et tout ça, c'est une fédération qui a grandi et qui veut figurer absolument partout. Partout, voilà, parce qu'il ne faut pas laisser trop de place, etc. Pourquoi pas. Alors, les émotions. Carrière, toi, tu as été fort dans la gestion de tes émotions, en tout cas en public. Oui.
Non, mais c'est Tu as vrai, toujours c'est eu une pour ça. espèce de, comme on dit, le poker Oui, face. oui. Tu n'as jamais montré vraiment d'émotion. Comment est-ce que tu as géré ça intérieurement? On parle beaucoup, alors il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir d'autres malaises qu'on peut avoir à l'issue Ouais. d'une carrière. T'as balayé ça par le travail, comment Bon, t'as... pas forcément par le travail, mais par l'autosuggestion, une espèce de rôle de composition. Tu sais, comme disent les acteurs, voilà. Ouais, À un certain moment, tu te persuades que pour faire ce métier-là, il vaudrait mieux être comme ça et t'y tenir. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. C'est par exemple, quand ta génération me reproche d'avoir jamais fait la fête avec eux, c'était en particulier à cause de ça. ouais. Je ne voulais pas que quelque part il y ait un mélange des genres, tu vois. Et c'est peut-être une erreur, je me suis peut-être privé de trucs, d'après ce que vous racontez, de trucs assez exceptionnels. Bon, bref. Non, Mais, je pense mais pas. voilà, c'est un rôle de composition et je m'y suis tenu pratiquement jusqu'à la fin, quoi. Ce qui fait que quand j'ai eu des moments super douloureux, euh, je reviens un peu sur Sydney, mais rapidement, Ouais. ça a été douloureux parce que je Moi, pensais que, tu ouais, peux je y aller. pensais Oui. qu'il y avait quand même une majorité de gens qui n'avaient plus confiance en moi. La seule chose qui m'a permis de rebondir, c'est de dire, voilà, il te reste, accorde-toi encore un tour de piste, le Mondial 2001, et pour le faire dans de bonnes conditions, transforme-toi un petit peu. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le Daniel Costantini des années Non, 80 à non, 2000 ouais, qui est champion du monde en 2001. ouais, Tu fais un autre rôle. oui, voilà, On peut autre peut-être rôle. même en parler un peu, notamment le début. Peut-être. Ouais, c'était peut-être un peu le fait de dire que, en fait, cette équipe de France-là, qui s'était très bien préparée quand même pour les Jeux de Sydney, 4 mois après, il devait y avoir encore des restes, surtout qu'à l'intervalle, il y a la saison qui a repris et les clubs français étaient de plus en plus performants. Donc je me suis dit, c'est plus un problème d'entraînement, c'est juste un problème d'engagement. Voilà. Et je voulais que les gens s'engagent à fond. Et je pensais à ce moment-là, en faisant un bilan, que pour qu'ils s'engagent à fond, il fallait peut-être que moi je me mette un peu en retrait. C'est ce que tu as fait. Parce que, en C'est fait, ce que pendant. j'ai essayé de faire. Parce que tu- 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 chasser le naturel, quand même, hein. Donc, Oui, mais 15 ans où tu mènes, oui, c'est toi qui disais ce qu'on faisait, ce qu'on oui, allait oui, faire, où on allait, comment on allait manger, et tout à coup, tu arrives pour une dernière compétition. Alors moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que dès la première réunion, tu leur as fait ah un oui, petit oui, coup en te mettant assis au milieu d'eux, en disant oui, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est pas moi qui vais vous dire, alors que ça faisait 15 ans que tout le monde oui, oui. attendait. Non, mais là, c'est quand même, Mais c'est un superbe coup au final, quoi. oui, je ne suis pas beaucoup final, mais au moment où je le transforme, je ne suis pas du tout sûr que ça va marcher. D'ailleurs, je suis persuadé que certains de tes anciens partenaires ne se sont même pas aperçus que j'ai changé. Ils ont dû voir qu'il y a un peu de mise en scène et tout ça, alors que j'ai vraiment changé. Ouais, C'est-à-dire, ouais. Eux, sur le coup, ils l'ont pas vu, ça c'est par sûr. exemple, je te donne un exemple. On fait la préparation de 2001 en allant en Islande et puis un tournoi en Suède. Le roi du terrain, c'est Jérôme Fernandez. Il est extraordinaire, il met 8 buts à chaque match et tout. Il est inarrêtable et tout. Puis tu te dis, voilà, lui, il va assurer au mondial. Bon, surtout quand tu regardes les premiers matchs, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, c'est pas bon. Eh bien, ce mec-là, il passe complètement à travers les 2 premiers matchs officiels. Mais à travers, quoi. Normalement, ça me serait arrivé simplement un an avant, en rentrant au vestiaire, je me l'accrochais au porte-manteau. Pas physiquement. Oui, oui, oui. Tu vois, j'aurais fait mal T'aurais devant tout le agi, monde. ouais. Et c'est plutôt Greg qui s'en est occupé. Ton ami Greg. Qui lui a dit, mais Il lui parlait beaucoup, oui, Greg. oui, qu'est-ce que tu nous fais là, Fernand? Tu vas nous planter le mondial là, chez nous et tout. Et quand j'ai vu que ça portait plus que probablement les propos que j'aurais pu tenir, je me suis dit, c'est bien. Par contre, Oui, ça validait la démarche que tu avais voilà, eue et ça ça te. validait Ouais. ou leur faire confiance. Dès qu'il y avait un problème, on faisait une réunion. Et dans les réunions, c'est plus moi qui parlais, c'est eux, tu vois. Bon, ça, c'était une révolution. Par contre, c'est vrai que, pour revenir sur Jérôme, parce que bon, il a été trop important pour ne pas taire la vérité, quand il passe à travers de sa première mi-temps de la En demi-finale, demi-finale contre l'Égypte, alors ouais, là, où j'ai il est pas, ridicule. on n'a pas fait, on n'a pas fait tu vois, une causerie générale à la mi-temps. Ouais. Je me le suis pris en tronche à tronche et je lui ai dit ma façon de penser. Et Et tu lui as comme dit, c'est après, maintenant. voilà, ouais. C'est maintenant ou jamais.
Pour toi, mais pour nous aussi. Oui, oui, pour vous. Il y a eu à ce mondial alors une image magnifique, hein, puisque toi qui. Nous, on pensait que tu n'aimais pas être aimé, enfin, je pense toujours que tu n'aimais pas être aimé, que tu aimais effectivement avoir ou des ennemis intimes même à l'intérieur même de l'équipe. Il y a Jackson qui vient te chercher pardon, pour le podium. Ça, c'est vraiment un bon moment. Ouais, et ça a même commencé avant, figure-toi, parce qu'on fait la poule préliminaire à Nantes, Hmm. et c'est vrai que j'avais donc communiqué sur le fait que c'était ma dernière compétition. Ouais. Hein. Je ne fais pas comme certains qui Non, non, annoncent. tu avais Je l'avais dit prévenu. avant, Ouais, c'était clair. D'ailleurs, je ne vais pas regretter d'avoir dit avant. J'aurais dû faire fermer ma gueule et aller atteindre. Et aller jusqu'à atteindre. À Nantes, il y avait des banderoles, tu vois, merci Daniel, des trucs comme ça. Et ça m'avait secoué, quoi, déjà. Tu vois. Je veux dire, ah oui, bon, les gens, quand même, ils ont gardé un peu de bon de tout ce que tu as fait avec l'équipe de France de handball. Et c'est vrai que le symbolique, c'est Jackson. Parce que, c'était pas du tout prémédité de sa part, je crois, non, non, pas du tout. ni de la mienne. Qu'est-ce que j'ai fait à me mettre au milieu des photographes pour participer un peu au podium? Alors que j'ai l'habitude des podiums, tu m'as jamais Ah vu oui, sur tu le étais podium. toujours parti. Et puis là, il me voit. En fait, si on doit raconter la véritable histoire, c'est Jérôme qui lui dit, regarde, il y a Daniel, va le chercher. Ah, Ah, ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était une initiative de Jack. Et ces moments, alors, on va dire de gloire, enfin ça c'est plutôt des moments de bonheur, je pense. Oui. La gloire, c'est peut-être après quand on vient te cirer les pompes. T'as jamais, toi, pété les plombs, t'as jamais été justement dans ce qu'on appelait tout à l'heure l'hubris, le fait de tout réussir et de croire qu'à un moment on est tellement exceptionnel. Il n'y a pas eu vraiment de moments comme ça, j'ai Non, l'impression. non, non, mais parce que j'avais confiance en moi, mais pas au point de me croire immortel quand même. Hein, tu vois, donc, et puis, quand tu entraînes ces fameuses générations de handballeurs français, quel que soit leur sobriquet, l'air de rien, ça te rend modeste, quoi. Parce que tu sais que quand tu as vécu l'Islande en 95 et Atlanta en 96, tu te dis, oh là, Ouais. c'est la fameuse expression de la roche torpéienne, je sais pas quoi. Là. Oui. La distance est assez courte. Dis-moi l'arbitrage, ce rôle-là, ça représente quoi pour toi? Ben, assez vite, je me suis persuadé que l'arbitrage faisait intimement partie du jeu et qu'il fallait le plus possible, entre guillemets, le maîtriser. Même si au niveau français, je m'en suis toujours très bien sorti. Par contre, au niveau international, c'est vrai que les premières années, on se faisait, dès qu'on jouait contre des nations qui avaient une réputation supérieure à la nôtre, on appelle ça enfiler, quoi, entre Ouais, ouais, guillemets, quoi, ouais. ouais. Mais bon, j'ai avalé ma salive, j'ai rongé mon frein. Il n'y avait pas de respect hein, Aucun pour la respect France. pour nous. On était vraiment, oui. Et moi, je me souviens d'une anecdote quand même. Deux arbitres d'Allemagne de l'Est, Raufuss et Buchda. Des petits gros et tout, mais qui étaient des terreurs, quoi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans l'arbitrage. De 85, je commence à les voir arriver dans mon panorama. Et ils me suivent jusqu'en 89. Et en 89, ils arbitrent le fameux match France-Danemark, qui est en fait qualificatif pour le Mondial 90. À Marseille, c'est ça. Ouais. On est dominateur, on mène de 7 buts, et puis tout d'un coup, Gardin fait faire un kung-fu avec Perreux, bref, on part en brioche complètement. Et de 7 buts, 6 buts, les Danois reviennent à un but. Et là, à un but, on perd un ballon, il y a une contre-attaque des Danois. Et Rasmussen, qui était le meilleur joueur danois de l'époque, et qui après va faire une carrière de coach en Bundesliga assez remarquable, il se trouve devant Perreux. Et Perreux, qui se rend compte du rapport de force, il se colle devant lui et puis il fait ce qu'on appelle le footing aujourd'hui. Le passage en force. Et les arbitres, ils sifflent passage en force. J'aurais jamais cru qu'à ce moment-là, ils allaient pouvoir siffler contre les Danois. Et c'est ce coup de sifflet qui peut expliquer tout ce qui va suivre. Tout ce qui va suivre, parce que là, si les Danois égalisent, on est mort, quoi, tu vois. Ouais. Et Raufuss Buchda, pour comprendre pourquoi ils ont sifflé comme ça, c'est que l'année d'avant, 88, on les avait invités au tournoi de Bercy.
Et là, on avait été gentil avec eux. Ils avaient été aux Folies Bergères. Je ne sais pas, mais par exemple, M. Boujda, sa femme était coiffeuse, et on l'avait amené dans un fournisseur de matos de coiffure pour qu'il choisisse pour sa femme les plus beaux ciseaux, les plus belles brosses. L'air de rien, ça a payé. Donc tu étais plus pour, pas acheter, mais faire ami avec des arbitres que leur faire... C'est la seule solution. Hein. Ouais. Enfin, à l'époque, c'était la seule solution. Je ne sais pas maintenant ce qu'il en est, quoi. Il y avait Bernard Tapie qui disait les arbitres, tu peux ou en faire un ami, et sinon, ou tu les achètes ou tu les menaces de mort. Voilà. Mais il faut être efficace. De faire les deux. Enfin, pas Bernard, mais après, Jean-Claude, oui. Alors, question difficile, ou facile, tu vas me dire. Si tu n'avais pas été Daniel Costantini, qu'est-ce que tu aurais aimé être? J'avais un rêve quand j'étais au lycée. Je voulais devenir chirurgien. Sauf que quand le handball m'a rattrapé et qu'il a fallu que je m'entraîne tous les jours et que pour moi c'était un plaisir, mes études en ont pâti. Donc je me suis contenté de faire prof de gym. Et je te l'ai dit, prof de gym, j'ai passé le CAPES en 67. C'était facile. Hein. Ouais. Il y avait une promotion, je ne sais pas moi, de 500 et il y avait 400 postes. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a une promotion de 500, il y a 10 postes. C'était assez différent, tu vois. Donc ça m'a permis de... Alors très vite, j'ai compris que je ne serais jamais chirurgien. Après, je me serais contenté d'être un bon prof de gym, parce que j'étais un bon prof de gym. J'étais respecté par mes collègues, j'étais respecté par mes élèves, et je dis bien respecté. Moi, j'ai jamais eu aucun problème de discipline. Hein. Bon, il faut dire, dans les années 60-70, il y avait encore des restes. Voilà. Je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui si j'avais 25 ans comme un homme dans les quartiers nord. Peut-être que je ferais comme les autres. Quoi, tu vois. Oui. Donc voilà. Sinon, mes parents étaient commerçants et j'aimais bien le commerce. Donc j'aurais pu très bien être le fils d'eux et reprendre la boutique de mes parents. Et dans le handball, par exemple, je vais te poser une question un peu provocatrice, mais ça va te faire sourire. Si tu n'avais pas été Daniel Costantini, qui a fait donc, on va dire, tu as construit, alors pas tout seul, mais tout le handball français, et après, il y a quelqu'un qui l'a exploité magnifiquement. Est-ce que tu aurais aimé être Claude Onesta? Enfin, le rôle que Claude a eu. Parce que lui, il a bénéficié d'un héritage monstrueux, et au final, il l'a fait fructifier, mais votre relation, il y a quand même un... C'est quoi votre problème dans votre relation, si on peut démêler... Les problèmes entre les individus qui, quelque part, quand même, se respectent. Parce que Onesta, je l'ai connu quand il était CTR à Midi-Pyrénées. Vous ressemblez, Daniel. Oui. Des gens du Sud, professeur d'éducation physique, handballeur. Il y a beaucoup de points communs. Non, moi, ce qui m'a un petit peu énervé, c'est que, non pas dans la période où justement les résultats n'étaient pas là, 2002, 2003, 2004, 2005, mais à partir du moment où il a réussi, il a commencé à vouloir régler des comptes avec moi, et je ne sais pas trop pourquoi. Il a par exemple inventé un truc que je n'admets pas, que quand il a été nommé entraîneur national, donc c'est-à-dire au mois de février, mars, avril 2001, il m'aurait demandé un rendez-vous que je ne lui ai jamais accordé. Et ça, je dis bien, c'est faux et archi faux. Moi, j'étais tout le temps à la Fédé. Même quand j'entraînais plus, j'étais tout le temps à la Fédé. Pourquoi j'aurais refusé un rendez-vous à Claude Onesta, qui n'était absolument pas mon adversaire, ni quelqu'un que je n'appréciais pas à ce moment-là. Et ça, le problème, c'est qu'il a écrit dans un livre. Donc, quand tu écris... Le péché originel... Moi, j'ai beaucoup à me reprocher de certains bouquins que j'ai faits, où j'ai fait de la peine à des gens, parce que, bon, il faut faire attention, quand on écrit ses pseudos, mémoires, tout ça, tu peux faire énormément de mal, tu ne fais pas toujours du bien à qui que ce soit, mais tu peux faire énormément de mal. Donc voilà, j'ai jamais compris. Et à partir de ce moment-là, il y a un fossé qui s'est creusé. Et ce fossé, il existe encore aujourd'hui. Même si je suis content pour lui de voir qu'il a magnifiquement rebondi après avoir quitté la Fédé de handball, et tant mieux. Quoi. Et ça t'aurait plu, à ton avis, d'exploiter tous ces joueurs qu'il a eu, parce que toi, tu as eu Jack, tu as eu Denis, tu as eu Stuck, d'accord, mais là, j'ai loupé Abalo, j'ai loupé Guigou et j'ai loupé Karamati. Et Omeyer et Bertrand Gilles, si, Bertrand, tu les as croisés, mais c'est quand même énorme comme exploitation. Non, moi, ce qui m'a toujours interpellé, tu vois, je ne sais
pas du tout un jugement de valeur. Interpellé, c'est qu'il s'est très vite défini comme quelqu'un qui n'entraînait pas. Oui. D'ailleurs, c'est pas un secret de dire qu'au début c'était Sylvain Noué. etc. Bon. Et à Toulouse, c'était Ouais. Delmas. Voilà, exactement. Il y a toujours eu quelqu'un qui a fait. Et moi, je suis un passionné d'entraînement. Moi, si demain je me remets un survêt dans l'état où je suis et que tu me donnes une bande de cadets et tout ça, je vais les entraîner, je vais leur faire des exercices, je vais leur faire des répétitions, je vais leur faire travailler des schémas tactiques, tu vois. Voilà. Lui, il a réussi, et beaucoup mieux que moi, sans avoir à mettre cette salopette de l'entraîneur. Ça Oui, m'interpelle. tu l'avais fait avant, donc il n'a pas eu besoin. Oui, peut-être. Hein. Sinon, justement, à propos des équipes de France, notamment la dernière compétition, par exemple, comment tu la juges, toi, alors les joueurs, le staff, le résultat, comme tu suis ça Ben, moi j'ai un sujet d'interpellation depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis pratiquement 2016.